Bonjour, bienvenue dans le cours portant sur le cathétérisme ainsi que la sonde urinaire. Donc, pourquoi qu'on installe une sonde urinaire? Dans un premier temps, on installe une sonde pour effectuer le monitorage de la diurèse. Donc, un débit urinaire inférieur à 30 ml par heure est alarmant et peut signifier des problématiques rénales chez le client. Aussi, on a tendance à installer des sondes dans les cas que le patient aurait une plaie au siège et qu'on veut éviter le contact de l'urine avec la plaie, étant donné que l'humidité à long terme peut favoriser l'infection. Aussi, dans les cas de rétention urinaire, donc par exemple chez un patient qui aurait une prostate enlargie et qui a de la difficulté à effectuer la vidange de sa vessie, on peut privilégier aussi le port de sonde urinaire. Dans les contextes périopératoires, par exemple une personne qui est en attente ou qui se fait opérer pour la hanche, on installe des sondes urinaires pour permettre à ces personnes-là, encore une fois, d'effectuer la vidange de leur vessie. Aussi dans les contextes de soins palliatifs, donc pour favoriser le confort de la personne, car si la personne porte une culotte d'incontinence et qu'elle doit être mobilisée plusieurs fois pour le changement de sa culotte, cela peut la rendre inconfortable. Ou dans les cas d'immobilisation prolongée, donc si une personne est alitée, par exemple quelqu'un qui serait paralysé, on va privilégier le port de sonde urinaire. Une petite question clinique. Donc, l'infirmière peut-elle décider d'installer une sonde urinaire? La réponse, c'est non. L'infirmière ne peut pas décider d'installer une sonde. Cette intervention nécessite une ordonnance au préalable, donc soit une ordonnance médicale ou une ordonnance collective. Ici, je vous ai mis une petite situation clinique. Donc, Madame Lucie Tremblay, 68 ans, a été opérée pour la pose d'une prothèse totale de la hanche droite. La sonde urinaire a été retirée ce matin. La cliente n'a toujours pas uriné malgré plusieurs tentatives et se sent inconfortable. Vous procédez à l'examen clinique et palpez un globe vésical. L'appareil d'imagerie de la vessie, BladderScan, confirme qu'il y a présence de 1127 ml d'urine dans la vessie. Vous avisez le médecin qui demande de réinstaller une sonde vésicale à demeure à Madame Tremblay. Donc, sur cette diapositive, vous avez un petit tableau pour vous aider à effectuer le choix du calibre de sonde à utiliser. Donc, chez l'homme comme chez la femme, nous utilisons des sondes entre 14 et 16 FR. Par contre, chez l'homme, s'il y a un risque d'occlusion, nous pouvons aller vers une sonde de 18 FR, donc 18 FR ayant une plus grosse lumière. Cela permet, par exemple, s'il y a des caillots de sang, que les caillots puissent être drainés de façon plus efficace. Pour installer une sonde urinaire, il y a plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, il faut préparer le matériel nécessaire et installer l'usager dans la position appropriée. Donc, chez la femme, nous allons la positionner en position gynécologique, puis chez l'homme en décubitus dorsal. Ensuite, nous allons ouvrir l'emballage du sac de drainage et le fixer au lit. Puis, on va placer l'extrémité de la tubulure sur le lit. Ici, vous avez une petite question de jugement clinique. Donc, étant donné la situation de Madame Tremblay, la position gynécologique peut poser problème. Expliquez pourquoi et comment vous prévoyez remédier à cette difficulté. Donc, chez une personne, par exemple, qui a une fracture de la hanche, on ne peut évidemment pas la positionner en position gynécologique. Il s'agit à ce moment-là de faire très attention à l'aide de deux personnes, d'écarter doucement les jambes. Toutefois, il faut s'assurer de ne pas faire une luxation de la hanche. Puis, on peut aussi tasser les tissus adipeux au niveau de la cuisse afin de mieux visualiser le méa urinaire.
Ensuite, pour continuer, lors de l'installation de la sonde, il faut par la suite ouvrir le champ stérile. Puis on va ouvrir l'enveloppe extérieure du cathéter urinaire et le faire glisser sur le champ stérile. Ici, il faut faire attention si la personne a une allergie au latex. Il faut s'assurer de choisir un cathéter qui n'en contiendrait pas à ce moment-là. Ensuite, on va placer le champ stérile imperméable entre les cuisses de l'usager en évitant de le contaminer. On va mettre les gants stériles, puis on va prendre le contenant ainsi que les watts et verser la solution iodée sur les watts. Encore une fois, à cette étape-ci, il faut faire attention si la personne a une allergie à l'iode et à ce moment-là, on pourrait utiliser par exemple de la chlorhexidine pour procéder à la désinfection. Ensuite, on va ouvrir le sachet de lubrifiant et verser son contenu sur le champ stérile. On va retirer le capuchon de la seringue, sortir le cathéter urinaire de son enveloppe. Il ne faut plus gonfler le ballonnet pour en vérifier l'intégrité, contrairement à ce qu'on faisait auparavant. Ensuite, on va lubrifier le cathéter 5 à 7 cm pour la femme et 15 à 20 pour l'homme et le placer dans le contenant. La raison pour laquelle on va lubrifier une plus grande section est que l'urètre de l'homme mesure environ 20 cm et lui de la femme mesure environ 4 cm. Ensuite, on va placer le contenant et son contenu entre les cuisses de l'usager. Pour la femme, on va désinfecter le méa urinaire. Pour ce faire, on va écarter les lèvres avec le pouce et l'index de la main non dominante. On va localiser le méa urinaire et ensuite on va désinfecter chaque grande lèvre et ensuite chaque petite lèvre, tout en utilisant des watts différentes à chaque lèvre. Puis finalement, on va désinfecter le méa urinaire. On va maintenir les lèvres écartées. Pour désinfecter le méa urinaire chez l'homme, on va prendre le pénis jusqu'au-dessus du gland avec la main non dominante et le maintenir dans un angle de 45 degrés. On va rétracter le prépuce au besoin. On va exposer le méa urinaire, puis le désinfecter à l'aide d'un mouvement circulaire vers le gland. Du méa vers le gland. Puis on va répéter la procédure 3 fois. Pour continuer, on va prendre le cathéter urinaire à environ 7,5 à 10 cm de son extrémité à l'aide de la main dominante. Si c'est un homme, on va relever le pénis à un angle de 90 degrés. On va insérer doucement et lentement le cathéter. Si homme, on va abaisser le pénis à 60 degrés et insérer de 15 à 17,5 cm ou jusqu'à retour d'urine. Si c'est une femme, on va insérer de 5 à 7,5 cm ou jusqu'à retour d'urine. Ensuite, on peut demander à l'usager de tousser ou de faire un petit effort pour uriner si on ressent une légère résistance à l'insertion. Cela permet de relâcher le sphincter. Une petite note, si on éprouve une trop grande résistance ou une douleur lors de l'insertion du cathéter, il faut éviter de forcer et cesser d'insérer le cathéter. On va demander à l'usager de respirer profondément et de se détendre. Ensuite, on va essayer à nouveau d'introduire le cathéter de façon lente et douce. Pour quelles raisons pourrions-nous rencontrer de la résistance à l'insertion du cathéter chez l'homme? Tel que mentionné précédemment, chez les hommes, il y a une problématique fréquente au niveau de la grosseur de la prostate. Donc, si la prostate s'élargit, à ce moment-là, cela peut comprimer l'urètre et faire en sorte que l'insertion de la sonde est beaucoup plus difficile. Pour continuer, on va avancer le cathéter de 2,5 à 5 cm supplémentaires afin d'éviter de gonfler le ballonnet dans l'urètre. Okay. Ici, il y a une petite alerte clinique, donc en présence de résistance ou de douleur lors du moment du gonflement du ballonnet, il faut arrêter de gonfler et pousser la sonde un peu plus loin pour atteindre l'AVC.
puis reprendre le gonflement. Ensuite, on va maintenir le cathéter en place avec la main non dominante. On va introduire l'embout de la seringue dans le port de gonflement du ballonnet. On va gonfler le ballonnet en injectant doucement la quantité de solution requise. Note, si l'insertion du cathéter n'est pas au bon endroit pour la femme, laissez en place le cathéter, puis en prendre une nouvelle afin de préserver un repère visuel et éviter la contamination. Ensuite, on va enlever le capuchon de la tubulure du sac de drainage. On va raccorder le cathéter à la tubulure du sac de drainage, puis on va le fixer au niveau de la cuisse. Pour un cathétérisme vésical, on va effectuer les étapes 1 à 18 de l'installation d'une sonde à demeure, mais au contraire, on va retirer le cathéter par la suite. Pourquoi qu'on utilise un cathétérisme vésical? Par exemple, si on veut vider la vessie, on veut éviter l'installation d'une sonde à demeure, si on veut faire de la rééducation au niveau vésical, ou si, par exemple, on veut obtenir un échantillon stérile chez une personne, par exemple, qui est atteinte de démence ou dans l'impossibilité de bouger. Ici, vous allez pouvoir consulter une vidéo. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en vert directement à partir de la présentation PowerPoint. Et aussi, vous pouvez aller voir une autre vidéo disponible sur Chenelière dans le livre Fondements généraux. Et la vidéo s'intitule Cathétérisme vésical et installation d'une sonde à ballonnet. Pour continuer, pour entretenir le système de drainage, il faut changer le sac lors du changement de sonde. Certains fabricants recommandent toutefois de le changer aux 5 à 7 jours. Aussi, on va changer le sac s'il est non fonctionnel, perforé ou contaminé. Il faut seulement déconnecter le cathéter et le sac de drainage si on doit procéder à une irrigation de la vessie. Sinon, on va les laisser connectés en tout temps. Aussi, on va vider le sac lorsque rempli à la moitié ou aux 2/3 ou environ aux 3 à 6 heures. En milieu hospitalier, la procédure est souvent faite à la fin du quart ou PRN. Donc, pour vider l'urine d'un sac collecteur, on va vider le sac lorsqu'il est rempli à la moitié ou aux 2/3 ou environ aux 3 à 6 heures. Il est important de noter qu'il ne faut pas utiliser l'urine recueillie dans le sac pour un échantillon d'urine. Donc, la technique pour vider l'urine d'un sac collecteur, d'abord, on va commencer par déposer le contenant gradué sur une serviette au sol. Puis, on va sortir le tube de vidange au bas du sac. On va placer le tube de drainage au-dessus du contenant en faisant attention de ne pas contaminer l'extrémité du tube. On va ouvrir le pince-tube et laisser drainer l'urine dans le contenant gradué. On va fermer le pince-tube et replacer le tube de drainage dans sa pochette une fois l'urine drainée. Puis, on va observer et mesurer la quantité d'urine. Lors du retrait d'un cathéter vésical, il est essentiel de vérifier et de s'assurer qu'il y a présence de diurèse dans les 6 à 8 heures suivant le retrait. En cas de doute, il est possible d'effectuer une mesure du volume vésical. Donc, pour effectuer la mesure du volume vésical, on va tout d'abord faire une palpation au-dessus de la symphyse pubienne pour déterminer s'il y a présence d'un globe vésical. Ensuite, on peut utiliser un appareil à ultrasons vésical, communément appelé le bladder scan. C'est un appareil qui est simple d'utilisation. Il suffit simplement de mettre de la gelée conductrice au niveau de l'abdomen de la personne, puis ensuite à l'aide de l'appareil, comme que vous pouvez voir sur la photo, on va faire ce qu'on appelle une mini ultrason de la vessie. Puis, on va avoir l'indication de la quantité d'urine contenue dans la vessie. Pour ce qui est des interventions infirmières, tout d'abord, il est essentiel de faire un bilan ingesta-excréta.
On va aussi évaluer la qualité de l'urine, la quantité et le débit urinaire, la perméabilité de la sonde, puis la fonction génito-urinaire. La note au dossier, il y a plusieurs éléments à consigner. Donc, tout d'abord, la date et l'heure de l'exécution de la méthode de soins, le type et le calibre de la sonde insérée, la quantité d'eau stérile utilisée pour gonfler le ballonnet, s'il y a lieu, car dans les cas de cathétérisme, il n'est pas nécessaire de gonfler le ballonnet. Ensuite, les caractéristiques de l'urine drainée et sa quantité, la date et l'heure du prélèvement d'échantillons d'urine, s'il y a lieu, la réaction du client et sa collaboration, puis toute anomalie observée pendant la procédure. Il faut également transmettre cette donnée au médecin traitant ou à l'infirmière responsable du client. Ci-dessous, vous avez un exemple de note d'évolution. Donc, vous avez la date 2016-06-18 et l'heure 19h. Aucune miction depuis le retrait de la sonde à 7 heures. Cliente se dit inconfortable. Présence d'un globe vésical à la palpation. Bladder scan 1127 ml. Médecin avisé. Sonde 14 FR installée. Draine 1200 ml d'urine jaune clair. En drainage libre par la suite. Cliente se dit soulagée. Pour effectuer une culture d'urine via une sonde urinaire, il faut d'abord, à l'aide d'une pince hémostatique, clamper la sonde urinaire pendant 20 à 30 minutes avant le prélèvement, comme vous pouvez voir sur l'image. Il ne faut jamais clamper la sonde vésicale durant plus de 30 minutes car le client pourrait être incommodé par la distension de sa vessie. Ensuite, on va désinfecter la bague de prélèvement pendant 15 à 30 secondes. Ensuite, on va joindre la seringue à la bague de prélèvement. On va aspirer la quantité d'urine nécessaire, donc environ 30 ml. On va verser la quantité requise dans un contenant stérile prévu à cet effet. Puis, on va retirer la pince hémostatique. Il faut éviter d'ouvrir le circuit afin de prévenir tout risque de contamination. Pour ce qui est l'ampleur de la problématique reliée au port de cathéter urinaire, en fait, l'infection urinaire représente 40% des infections nosocomiales aux États-Unis. Le risque d'en développer une augmente de 3 à 7% par jour de part d'un cathéter urinaire. Ici, sur l'image à votre droite, vous avez les 4 principales portes d'entrée des micro-organismes dans la vessie chez un usager porteur d'un cathéter urinaire. Donc, vous pouvez voir, d'abord, vous avez la jonction entre le méa urinaire et le cathéter, la connexion entre le cathéter et le tube de drainage, la connexion entre le tube de drainage et le sac collecteur, puis le tube de vidange du sac collecteur. Donc, c'est ce qui complète le cours sur le cathéter vésical. Merci.